Contenu à l'intérieur des noyaux et des mitochondries des cellules, l'ADN, abréviation pour acide désoxyribonucléique, est constitué de deux filaments entrelacés en double hélice. Chaque filament est formé d'une succession de 4 nucléotides, abrégés par 4 lettres, A pour adénine, T pour thymine, G pour guanine et C pour cytosine. Chaque nucléotide est accroché à un sucre, en désoxyribose, et uni au précédent et au successif par un groupe phosphate. L'appariement de deux brins d'ADN se fait par des liaisons hydrogènes entre des nucléotides complémentaires. Chaque adénine est appareillée avec une thymine et chaque cytosine avec une guanine. L'ADN contenu dans une seule cellule humaine fait environ 2 mètres de longueur. En sachant que nous sommes composés d'environ 100 000 milliards de cellules et que chaque cellule contient de l'ADN, nous avons à l'intérieur de notre corps quelques centaines de milliards de kilomètres d'ADN. Pour rester à l'intérieur des noyaux de cellules, l'ADN doit donc être replié et forme des pelotes qu'on appelle les chromosomes. Dans les cellules somatiques humaines, on trouve généralement 46 chromosomes sous forme de 22 paires de chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels. Il est intéressant de remarquer que si la structure de l'ADN est la même, le nombre de chromosomes varie par contre d'une espèce à l'autre. On trouve par exemple 40 chromosomes chez la souris, 38 chez le chat, 48 chez la pomme de terre et 380 chez le papillon. Dans chaque chromosome humain, on trouve entre 200 et 3000 gènes, pour un total d'environ 25 000 gènes. Quand cette découverte a été faite en 2004, après 15 ans de recherche internationale, ce chiffre a surpris plusieurs chercheurs qui s'attendaient à trouver chez l'être humain un nombre de gènes supérieur aux autres animaux ou végétaux. Or, ce n'est pas le cas. À titre d'exemple, on peut mentionner les 18 000 gènes chez le ver de terre, Caenorhabditis elegans, les 37 000 chez la plante du riz ou encore les 30 000 gènes chez la souris domestique. Aujourd'hui, ce mot gène définit le plus souvent une séquence d'ADN qui porte l'information pour la synthèse d'une ou plusieurs protéines ou d'un ou plusieurs ARN, capables de réguler la synthèse de protéines. En effet, ce sont elles, les protéines, qui avec leurs maintes fonctions, enzymes, hormones, anticorps, protéines de structure, etc., déterminent en partie notre identité et nos caractères héréditaires, comme la couleur des yeux ou de la peau, le groupe sanguin, ou encore la prédisposition à développer certaines maladies. Cette traduction du langage génétique en langage protéique se fait grâce au code génétique, qui associe le langage génétique, constitué de nucléotides, au langage protéique, constitué d'acides aminés. Chez la plupart des êtres vivants, les protéines sont formées par un mélange de 20 acides aminés. Puisque les nucléotides de l'ADN sont lus 3 par 3, on appelle codon une séquence de 3 nucléotides. En ayant 4 types de nucléotides, on trouve donc 64 possibilités de combinaisons différentes. Le code génétique est représenté par un tableau où chaque codon est mis en corrélation avec son acide aminé correspondant, ainsi qu'avec le signal d'arrêt de la synthèse des protéines. Même si des variations dans l'interprétation de certains codons existent, comme c'est le cas pour nos mitochondries, ce code génétique est considéré universel. En effet, chaque être vivant découvert à ce jour sur Terre sait interpréter et parler ce même langage. Cette profonde similitude génétique a permis d'ailleurs des développements technologiques insoupçonnés, comme la transgénèse. Animaux et végétaux génétiquement modifiés font désormais partie de notre quotidianité. Saumon 4 fois plus grand que la normale pour la consommation humaine, moustiques relâchés au Brésil pour combattre la dengue, singes rendus autistes, maïs producteur d'insecticides et résistant aux plus puissants herbicides ne sont que quelques exemples de ce nouveau être vivant au cœur de très nombreux débats. En effet, avons-nous assez de connaissances pour évaluer et gérer les conséquences de nos actions ? La biologie ne cesse d'avancer, avec des nouvelles découvertes qui souvent remettent en cause certaines croyances. L'épigénétique, qui étudie entre autres les relations entre l'ADN et l'environnement, montre par exemple que les facteurs environnementaux, comme l'alimentation, la pollution, le stress ou l'hygiène de vie, ont une influence insoupçonnée sur nos gènes. Mais jusqu'à quel point et comment notre environnement et nos gènes sont-ils liés, nous ne le savons pas encore. De plus, plusieurs études suggèrent que seulement une partie de l'ADN contient des gènes. Variable en quantité d'une espèce à l'autre, la partie d'ADN non codant pourrait représenter jusqu'à 95% de l'ADN total et son rôle demeure partiellement inconnu.
Même si nous connaissons déjà beaucoup de choses, même si nous savons lire et partiellement interpréter l'ADN, et même si nous savons déjà le modifier et modifier ainsi des caractères héréditaires chez beaucoup d'êtres vivants, l'ADN est probablement encore loin de nous avoir dévoilé tous ces mystères.